Alors, avant de passer à la table ronde sur la mobilisation collective, François Régis Lenoir fait son retour. Oui, merci. Alors, François Régis Lenoir, donc pour rappel, vous êtes agriculteur et psychologue. Donc, on vous écoute. En quoi le collectif est un atout pour le bien-être et est-ce que le monde agricole perd ce sens du collectif ou pas? Voilà. Alors, vous me permettrez, je n'ai pas voulu prendre la parole, couper la parole. Une minute ou Une deux minute de réaction. avec des propositions. Ok, C'est sympa. allez-y. C'est sympa. Merci. On va, et en fin de compte, c'est une manière d'introduire le sujet. On va réfléchir ensemble sur l'équipe, la dynamique d'équipe, les relations interpersonnelles indirectement et la façon de travailler ensemble. Absolument essentiel, je vais y revenir. L'autre partie sur laquelle travailler, et je le vois dans les très grandes entreprises qui travaillent bien sur ces sujets des risques psychosociaux en général, c'est évidemment quand on ose toucher au système. Toucher au système, c'est toucher au grisby, j'allais dire. Toucher en tout cas à un certain nombre de choses liées généralement au précaré de chacun dans son silo. Toucher au précaré de chacun dans son silo. Donc ça signifie non pas culpabiliser les uns ou les autres, mais je vais simplement faire... C'est-à-dire qu'on est passé d'un moment où, en fin de compte, les crises étaient rares à des crises qui vont être de plus en plus souvent. Donc, comment, au fond, on amortit les choses? Comment on amortit les choses? Comme on sait qu'on est sur un secteur qui est très lent, parce que, au fond, investir dans un tracteur, ou etc., c'est compliqué. Il nous faut donc des choses qui sont beaucoup plus pluriannuelles. Et là, que cela soit l'interpellation de la banque ou l'interpellation de la MSA ou l'interpellation de l'ensemble des acteurs. C'est au fond comment on réfléchit à avoir des comptes pluriannuels. Ça, c'est quelque chose qui me semble absolument essentiel sur les emprunts, les cotisations, les choses comme ça, sans appuyer sur la tête de celui qui va déjà mal, parce que ça ne sert à rien. Ça ne sert absolument à rien. On a des points de rupture, on a des points de seuil qu'on connaît très bien en statistique en général. Et autour de ça, on est très souvent, en fin de compte, à appuyer parce que dans d'autres époques, ce système-là a été créé sur la tête des personnes. Donc ça me semble vraiment important et je questionne les OPA sur la marge qu'elles ont autour de cela et pour avoir au fond des marges d'action. L'autre partie, c'est la partie liée donc à l'équipe et je vais simplement rappeler quelques points essentiels pour introduire cette table ronde. L'équipe, c'est la base parce que la transmission, c'est la base. Vous avez parlé d'isolement, monsieur Damézin. C'est absolument fondamental puisque aujourd'hui, vous ne devez pas suivre autant que moi les travaux scientifiques sur, au fond, ce qui nous sépare des animaux en général et qui explique pourquoi l'être humain est ce qu'il est. Mais la raison principale, c'est la transmission. Il n'y a pas de possibilité d'humanité sans transmission. Plein de civilisations ont disparu au bout de 3 ou 4 générations quand elles ont arrêté de transmettre, quand elles ont arrêté de partager, quand elles ont arrêté de se mettre ensemble pour échanger. Aujourd'hui, vous avez des livres autour de ça, pluridisciplinaires, absolument documentés, avec des travaux scientifiques qui vont de l'archéologue à l'ethnologue, en passant par le psychosociologue ou le neuropsychologue, ou etc., etc. Et on a donc toute une batterie de travaux autour de ça qui doit nous montrer l'effort sociétal à réaliser sur cette notion de transmission. Si on revient ensuite à des éléments plus concrets et plus précis, tout simplement depuis à peu près 30 ans, à partir d'un certain nombre de travaux scientifiques aussi, on sait que l'élément qui permet de lutter le plus contre le mal-être et le stress, c'est le soutien social, c'est la cohésion, c'est la qualité des relations interpersonnelles. Parole, comportement impeccable, évidemment, capacité à poser les problèmes, capacité à avoir du leadership sans ego, mais en étant beaucoup plus facilitateur et sur la résolution de problèmes, sont des axes sur lesquels, aujourd'hui, cela n'est plus à prouver. Quand nous travaillons là-dessus avec des entreprises, qu'elles soient agricoles ou pas, les améliorations sont substantielles, rapides, voire très rapides. Donc, je pourrais vous donner plein d'exemples magnifiques autour de ça. Donc, apprendre à faire ensemble, apprendre à être ensemble, apprendre à vivre ensemble, dans le respect de nos différences, de nos altérités, de la capacité, au fond, à pouvoir poser ensemble les problèmes qui arriveront, les différends qui arriveront. C'est évidemment la base de cette affaire. L'autre n'est pas moi, c'est quelque chose d'essentiel, c'est ce qu'on appelle un biais cognitif. Nous pensons
que l'autre est un peu moi, donc on projette sur l'autre nos propres solutions, nos propres représentations, nos propres idéologies. Poser les problèmes, évidemment, ensemble est un autre axe absolument fondamental. Comment on le fait dans le respect de l'autre. Troisième élément, et il n'y a pas d'ordre derrière ça, parole et comportement impeccable, nous n'y reviendrons jamais assez. Je le disais tout à l'heure en blaguant, mais ce n'est pas une blague, puisque c'est une manière de faire avancer certains dirigeants de temps en temps quand ils veulent bien travailler sur le sujet, aussi dirigeants ou pas dirigeants, mais ça m'arrive de temps en temps. C'est rappeler qu'en 20 ans, vous construisez une relation de confiance, en 5 ans, vous construisez une relation de confiance dans une entreprise, en 20 secondes, vous la détruisez. Nous la détruisons. Il suffit au fond d'un petit acte violent, verbal, il suffit d'un acte de mépris, il s'agit d'un acte de non-respect de l'autre à travers ce qu'il est, pour au fond détruire la confiance que l'on peut avoir au sein d'une entreprise, au sein du secteur agricole ou pas, ou au sein d'une société. Donc autour de cet élément-là, vous comprenez qu'on a un gros challenge en agriculture, parce que nous sommes plutôt tous issus, et là je reprends ma casquette d'agriculteur aussi, d'un environnement qui est plutôt assez masculin au sens des traits de personnalité, et avec parfois une rudesse absolument significative qui ne doit pas nous empêcher demain à poser les problèmes, mais à poser les problèmes en respectant celui qui est à côté de nous, qu'il soit salarié ou pas, qu'il soit différent de nous ou pas, qu'il ait une couleur politique ou une autre. Ceci, au fond, est tout à fait secondaire. Donc un leadership par compétence et non par ego, un leadership par principe de management, par responsabilité, un leadership facilitateur. Et donc dans une équipe, et pour créer l'intelligence collective, il faut faire face à tout ça, donc il y a du boulot. Merci. Merci Fred. Alors pour notre table ronde, qui va évoquer ces initiatives, ces dynamiques positives, j'invite sur scène Daniel Guilbeault, Aude Kurdi, Aurélie Udry, Muriel Penon et Pierre-Yves Lebozec. Alors dans cette table ronde, nous allons parler de droit à l'essai, de relations entre les associations, entre les associés et d'accompagnement relationnel. On va aussi parler de relations employeurs-salariés, de RH avec les groupements de remplacement. Et enfin de féminisation des instances, parce que c'est aussi lié à la question du bien-être, d'avoir une bonne représentativité de tous les actifs agricoles. Et aussi le chantier 6 d'ailleurs du plan interministériel évoquait aussi la conciliation entre la vie personnelle et professionnelle. Alors, on va commencer avec vous, Daniel Guilbeault. Vous êtes accompagnatrice, formatrice, consultante en relations humaines, référente RH de GAEC et Société. Vous l'avez été en tout cas pendant 12 ans. Voilà. Est-ce que vous pouvez déjà nous définir, voilà, GAEC et Société, nous présenter GAEC et Société, qu'est-ce que c'est ? Alors, GAEC et Société donc, est partenaire de cette journée déjà, a 2 rôles principaux, je dirais. Ça serait déjà d'accompagner les GAEC dans leur structuration juridique, fiscale. Ça, c'était un peu l'origine de GAEC et Société, mais peut-être que Aude en parlera mieux que moi. Et puis, le deuxième axe qui s'est développé un peu plus tardivement, il y a les 15 ans maintenant, c'était de se préoccuper aussi des relations humaines dans les groupes agricoles. Et donc à cet endroit-là, en fait, on a structuré en fait des moyens pour pouvoir mettre à disposition des compétences auprès des associés membres de GAEC et de sociétés. Ça vient d'une volonté de dialoguer, c'est ça, c'est Eh bien, ça vient d'une volonté de dialoguer, ça vient surtout d'une prise de conscience qu'une société, elle a beau être... au départ, elle est souvent constituée sur des aspects économiques, économie d'échelle, etc., où c'est plus facile de travailler à plusieurs, de s'équiper à plusieurs. Mais si on ne prend pas le facteur humain en compte, ça risque de ne pas aller très loin. Et donc c'est cette prise de conscience-là qui a conduit GAEC et Société à structurer un service de relations humaines autour donc, des relations dans les sociétés agricoles. Alors on voit sur la diapo, là, années 90, c'est vraiment une prise de conscience. Alors je ne sais pas qui... Si vous... Oui, je vais passer peut-être Aude. Est-ce que c'est tu Aude veux... C'est Aude qui veut commenter peut-être ? Oui. C'est branché, je vois. Laissez.
Oui, donc effectivement, on s'est bien rendu compte à GAEC et Société, en fait, la mission, une des missions était vraiment l'accompagnement juridique, fiscal des GAEC et des sociétés. Mais on se rend bien compte qu'une société qui va bien économiquement, elle n'est pas forcément. Enfin, la pierre angulaire, c'est vraiment l'humain au cœur de l'exploitation. Et il ne suffit pas d'avoir une bonne santé économique pour avoir un GAEC performant. Donc la question des relations humaines est assez vite venue et GAEC et Société s'en est préoccupé, a mis en fait en place donc un accompagnement humain avec donc des référents en relations humaines, donc comme Daniel Guilbault était à un moment. Et puis a mis en place ensuite un réseau d'accompagnateurs accrédités. Donc je reviendrai dessus peut-être après. Allez-y, si vous voulez évoquer ce réseau d'accompagnateurs accrédités. Donc en fait, c'est GAEC et Société qui, par les référents humains, forment en fait les accompagnateurs, donc qui peuvent être des conseillers relations humaines des chambres d'agriculture ou des coachs indépendants ou des conseillers du CER, ou des conseillers de FNSEA, enfin de divers horizons en fait. Mais l'idée, c'est vraiment de former ces conseillers à accompagner les associés dans les sociétés pour en fait prévenir un clash relationnel et poser les choses en faisant un règlement intérieur, en posant les objectifs de chacun, en faisant des entretiens individuels, vraiment pour que en fait, le relationnel dans l'exploitation soit favorable à de bonnes conditions de travail. Alors, on voit, il y a deux aspects développés, l'accompagnement humain relationnel et la médiation. Et en dessous, il y a une phrase, là, une citation, « Mieux vaut prévenir que guérir, oui ou non ». Alors, oui et non, pourquoi ? Je pense qu'il faut regarder les choses effectivement sur deux angles. Mieux vaut prévenir, évidemment, mais quand la prévention n'a pas suffi, il faut bien guérir. Et donc, c'est aussi à intervenir à un moment où, entre guillemets, je pourrais dire, il y a le feu, même si, mais parfois, c'est ce qui arrive. En fait, on nous appelle en pompiers, et c'est souvent à l'occasion de conflits graves qui s'est fortement dégradé. Pour autant, le fait de pouvoir traverser un conflit peut aussi permettre de sortir de ce conflit, je dirais, la tête haute, et de pouvoir rebondir autrement. Et c'est pas toujours une catastrophe que de se séparer d'un associé. Comme dans un couple, d'ailleurs, c'est pas toujours une catastrophe. Parfois, c'est pour du mieux-être. Et donc, c'est aussi important de pouvoir traiter les situations conflictuelles. Alors, concrètement, quand vous intervenez sur une exploitation, voilà, quel schéma, qu'est-ce que vous mettez en place ? Eh bien, déjà, pour pouvoir intervenir sur une exploitation, ça suppose que les associés sont volontaires. Donc, c'est déjà une démarche volontaire. Et donc, une des premières difficultés, c'est souvent que l'ensemble du groupe d'associés soit d'accord sur cette intervention. Très souvent, il y a un associé qui va nous appeler en disant il faudrait quand même pouvoir venir, là, il y aurait besoin de vous. Le premier retour, c'est de dire est-ce que vous en avez parlé avec vos associés et qu'est-ce qu'ils en pensent ? Donc il y a une approche, je dirais, à pas de velours déjà dans un premier temps pour ne pas faire peur et démystifier un petit peu ce côté faire appel à une personne extérieure, c'est pas signe de faiblesse, c'est au contraire, c'est signe de maturité, de montrer qu'on a effectivement besoin d'une personne extérieure pour parler de ses problèmes de façon posée. Et la première chose en fait qu'un accompagnateur va pouvoir apporter, c'est de poser un cadre pour cette réflexion. C'est-à-dire qu'en général, dans une exploitation, vous l'avez largement dit depuis ce matin, il y a tellement de travail à faire, tellement de préoccupations qu'en fait, on court toujours. On a la tête dans le guidon. Et le fait de faire venir une personne pour se poser, déjà, on définit un cadre horaire. On se met d'accord sur où est-ce qu'on va se rencontrer. Donc, même si on se dit on n'a que 2 heures pour ça, n'empêche qu'on les prend. Et à ce moment-là, on va pouvoir aborder des sujets de fond qu'on n'arrive pas à aborder quand on est entre soi. Parce qu'on parle de l'organisation de la semaine, des chantiers à venir, enfin le planning de travail, enfin tout ce qui est urgent. Mais ce qui est important n'est jamais traité. Et donc c'est tout l'intérêt de pouvoir poser un cadre qui va engager les personnes à prendre le temps de se poser et de traiter les choses importantes. Vous sacralisez un temps d'échange à un moment donné dans la...
Oui, c'est ça. C'est déjà se mettre vraiment d'accord sur combien de temps on dispose et est-ce qu'on pourra se revoir une autre fois. Enfin, sur quoi les associés sont prêts à... Quel temps ils sont prêts à donner à ça et quelle valeur ils accordent aussi à ce domaine-là et en quoi... Qu'ils prennent conscience et qu'ils puissent le verbaliser aussi, combien c'est important de pouvoir se parler des choses de fond. C'est souvent ce qu'on entend à la fin d'une rencontre... des agriculteurs qui vont dire heureusement que vous étiez là parce que jamais on n'aurait pu aborder ça. Alors, vous vous positionnez comment? Alors, c'est marqué pas un coaching, c'est-à-dire que vous êtes conseiller, comme il y a des conseillers agronomie, il y a des conseillers laitiers sur les fermes, vous êtes un conseiller relations humaines. Est-ce que c'est... On va plutôt dire... alors, on n'aime pas trop le mot conseiller parce que... le métier de conseiller a beaucoup évolué, en fait. On n'est pas là pour donner des conseils. On est là pour aider la personne à exprimer son vécu, son ressenti, son mal-être. Et donc, ça va être un travail, évidemment, d'écoute, beaucoup. Et ça ne va pas être quelque chose d'intrusif dans le sens où on ne va pas emmener les personnes là où elles ne veulent pas aller. C'est-à-dire qu'elles restent maîtres de ce qu'elles veulent ou peuvent faire, mettre en place. Donc, l'idée, c'est de marcher à côté d'elles. Accompagner, c'est marcher à côté d'eux, donc à son rythme, en acceptant que parfois elle ne soit pas prête à prendre des décisions et qu'on est juste là pour l'aider à avoir un autre regard sur sa situation, sur la situation du groupe. Alors, il y a Haute-Kurdie, vous avez évoqué un système pyramidal. C'est quoi concrètement le système pyramidal chez GAEC Société? C'est un système de formation, d'avoir les mêmes éléments de langage selon les personnes qui interviennent dans les exploitations? Effectivement, donc c'est le réseau des accompagnateurs accrédités, donc qui sont tous formés par GAEC Société et qui ont en fait la même déontologie et qui connaissent le milieu agricole. On va pas faire, on est quand même un milieu spécifique et on a besoin d'accompagnateurs qui connaissent notre monde agricole et qui savent le prendre. Et voilà, donc c'est en fait une formation délivrée par GAEC Société pour que les accompagnateurs aient tous la même méthodologie et la même déontologie auprès des agriculteurs. Alors, voilà, aujourd'hui, combien de personnes formées? Puis par rapport à ces personnes formées, est-ce que vous êtes plus présent sur certains territoires que d'autres? Comment... Alors, on œuvre à ce que tout le territoire soit couvert par les accompagnateurs pour que chaque territoire, chaque agriculteur puisse avoir recours à un accompagnateur au plus proche de chez lui. Donc, effectivement, aujourd'hui, on arrive à un réseau de 400 conseillers, donc, qui peuvent être de tous horizons. Et puis 45 conseillers accrédités. Donc là, en fait, c'est comme vraiment une labellisation et qui est renouvelable tous les 2 ans. Voilà. 3 ans. Pardon. D'accord. Alors, après, on reviendra dans le détail. Il y a quand même aussi, peut-être évoqué, vous avez publié un guide. Alors, voilà. Donc, vous avez dû voir à la sortie de la salle, là, où en entrant tout à l'heure, peut-être vous avez 10 idées reçues sur l'accompagnement humain en agriculture. Donc, c'est un guide qui a été réalisé il y a quelques mois, il y a 6 mois maximum, là, par un travail coordonné par les chambres d'agriculture et GAEC Société, où en fait, on a voulu démystifier en fait la difficulté que peuvent avoir les agriculteurs à solliciter un accompagnement humain. Et donc casser les idées reçues. Donc vous pourrez feuilleter, il est très, très facile d'abord. Enfin, on a voulu faire en sorte qu'il soit très concret, qu'il puisse vraiment parler aux agriculteurs et donner envie surtout de venir, oser demander à être accompagné. Alors, je ne l'ai pas précisé, vous êtes Haute-Kurdie, agricultrice en GAEC laitier en Haute-Savoie. Et en Haute-Savoie, cet accompagnement par GAEC et Société, il est obligatoire, c'est ça? Alors, un peu, c'est pas très clair. Donc, en fait, nous, en Haute-Savoie, on a la spécificité d'avoir, ça a toujours existé, de devoir faire une année d'essai pour rentrer dans un GAEC.
Et en fait, sur notre expérience au Savoyard, GAEC et Société a créé le droit à l'essai, donc qu'on avait porté dans la loi d'orientation agricole. Voilà. Et avec les JA et avec les chambres d'agriculture, on y était presque. Et en fait, voilà, nous, c'était vraiment, c'est notre spécificité. Et donc, depuis quelques années maintenant, alors à l'origine, en fait, on faisait juste une année pour se tester entre le porteur de projet et les associés en place, pour tester l'entente relationnelle, les projets, voilà, en vue d'une installation ou pas, ce qui est important à dire, parce qu'en fait, si la personne ne s'associe pas, c'est pas un échec. Et on pourrait même le voir sous l'angle de se dire le porteur de projet ne sera pas perdu pour l'agriculture, puisqu'en fait, il pourra refaire une année d'essai ailleurs, alors que si il s'était installé, qu'il avait pris des parts dans la société et qu'au bout de 2 ans, ou 3, ou 4, ou 5, il se rende compte que finalement, il ne s'entend pas avec les personnes, ben là, en fait, il peut sortir dans des conditions plus ou moins faciles et dommageables pour les uns et les autres. Et puis, surtout, on peut se dire qu'il peut être dégoûté de l'agriculture et être perdu pour l'agriculture, en fait. Alors qu'avec l'année d'essai, c'est vraiment un tremplin pour ensuite, s'il ne s'installe pas dans cette exploitation-là, ben, il pourra rebondir ailleurs. Et donc, voilà, chez nous, ça a toujours été... ça s'est toujours fait, c'est dans les mœurs. Et depuis quelques années, c'est adossé à ce dispositif un accompagnement relationnel, en fait. Et on se rend bien compte que l'accompagnement, c'est vraiment une plus-value du dispositif de l'année d'essai, en cela qu'il va faire l'accompagnateur, le professionnel, il va faire émerger des petites questions ou des points sur lesquels le porteur de projet ou les associés n'auraient peut-être pas mis une vigilance, et qu'au bout d'une année, il se serait dit ben oui, on s'entend bien, on va s'associer, et puis que finalement, ce petit point de dissonance, il va ressurgir un an après en un gros point, et puis qu'en fait, ça pourra faire exploser le GAEC. Alors, par contre, cet accompagnement relationnel, c'est pour les hors cadre familial. C'est pas dans les familles. C'est pas dans un GAEC familial, il n'y a pas de. Alors, c'est-à-dire que il y a des dispositifs qui existent, des stages tests à l'installation. Enfin, ils ont des noms différents suivant les régions. Stage START, des fois ça s'appelle. Enfin, STIT. Bon, suivant la région, il y a des noms différents. Et donc, le porteur de projet qui s'installe en tant que hors cadre familial, par exemple dans un stage test, l'accompagnement relationnel est financé par la région. En tout cas, en Haut-Rhin, en Rhône-Alpes-Auvergne. Je pense qu'ailleurs, ça se fait aussi. Mais pas la personne qui s'installe en cadre familial. Il ne peut pas bénéficier de la subvention de la région. Alors, on reviendra sur cet élément avec le témoignage d'Aurélie tout à l'heure. Alors justement, quand même, Daniel Guilbault, il y a quand même des tabous en famille. Donc, oui, c'est pas là où le risque de conflit, il est largement, j'aurais envie de dire, supérieur en famille, ou en tous les cas, les enjeux sont plus élevés quand on est dans des relations familiales plutôt qu'entre associés tiers. Parce qu'en fait, on fait comme si on a toujours travaillé ensemble, donc il n'y a pas besoin de se parler. Et il y a beaucoup de non-dits, de malentendus, et on croyait que tu avais dû comprendre ce que je voulais faire, puisque de toute façon, on fait toujours comme ça. Donc on est je ne sais même pas si c'est des tabous, ou le tabou, ça serait de se parler, quoi. C'est-à-dire qu'on n'ose pas dire ce qu'on veut vraiment, puisque en fait, on est là pour faire ce que la génération d'avant a fait, et donc il faut continuer. Donc on ne se repose pas les questions de fond, et on ne réinterroge pas non plus l'équilibre entre les personnes. Alors les difficultés presque les plus douloureuses, je dirais, c'est souvent entre fratries, entre frères, sœurs.
Parce qu'il y a aussi, on rejoue un petit peu l'équilibre qu'il y a pu y avoir quand on était enfant. Et tout ça, c'est très, très, très complexe, quoi. Donc, c'est... Voilà. Que ce soit entre frères et sœurs ou entre associés, comment vous gérez, comment vous appréhendez la question du leader? Parce que naturellement, Oui. il peut y avoir des leaders qui se dégagent. Comment vous gérez ça? Alors, c'est pas tant de le gérer, c'est de le faire émerger, en fait. C'est souvent un sujet qui est un peu, là, du coup, un peu tabou de parler, d'utiliser le mot leader, déjà, ou leadership. Parce que par définition, si on s'associe, c'est qu'on on veut pas qu'il y ait de patron, on veut tous être associés, ce qui est complètement tout à fait légitime. Mais l'erreur, c'est de penser que en fait, un groupe s'autogère sans qu'il y ait l'émergence d'un leadership. Aujourd'hui, ça se présente peut-être un peu différemment d'il y a quelques années, c'est-à-dire que c'est une notion qui devient plus... qu'on comprend mieux et qui est plutôt partagée. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire qu'un tel est leader. Je ne sais plus qui le disait tout à l'heure, ça doit être Monsieur Lenoir. C'est pas un leader parce que j'ai envie d'être le plus fort, etc., et qu'on me suive. C'est plutôt en fonction des compétences avérées et aussi la capacité à entraîner le groupe, à avoir une dynamique, à être capable de motiver les autres, à être capable de donner l'alerte quand il y a des choses qui sont à re-questionner. Et ce qui est important dans un groupe, c'est de pouvoir légitimer le leader pour qu'il s'autorise en fait à prendre cette compétence-là, qu'elle soit reconnue par les autres. Moi, ça m'est arrivé de voir dans des groupes où, en fait, quand je posais la question, lequel d'entre vous est un peu plus leader que les autres, tout le monde se regarde en disant, mais il n'y a pas de leader chez nous. Et quand on pose des questions, vers qui vous vous tournez quand il y a des problèmes particuliers, qui est l'interlocuteur privilégié des partenaires extérieurs, etc., etc. Tout d'un coup, tout le monde converge vers une personne ou deux, ça dépend. Hein, il n'y a pas forcément une seule personne. Et donc c'est important qu'il soit reconnu par ses pairs pour qu'il puisse prendre pleinement cette responsabilité. Est-ce qu'il y a quand vous intervenez dans les règles que vous mettez en place pour discuter, pour dialoguer, il y a des erreurs à éviter? Vous donnez des petits inputs? Les erreurs à éviter, c'est vraiment dans la relation interpersonnelle. Ce matin, on a parlé d'écoute, d'empathie. C'est clair que dans un groupe, il faut apprendre à s'écouter. Et donc, ça suppose de pouvoir distribuer la parole et de veiller à ce que tout le monde prenne la parole de façon équitable, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui monopolise la parole et puis l'autre il n'a plus que 2 minutes pour s'exprimer, mais qu'on puisse vraiment répartir le temps de parole. Et puis aussi, apprendre à écouter, ça veut dire aussi écouter vraiment et ne pas être en train de réfléchir à ce que je vais bien pouvoir lui répondre. Parce que très souvent, on fait ça, en fait. Un tel parle et on se dit « Oh, moi, j'ai un autre argument, je vais lui mettre cet argument. » Et en fait, on ne l'écoute pas du tout. Et en fait, on n'utilise pas le groupe comme un potentiel d'intelligence collective, c'est-à-dire de se laisser influencer par la parole de l'autre. Et c'est ça la richesse d'un groupe. C'est-à-dire que je peux avoir une idée, et pour autant, je suis ouverte à pouvoir la confronter avec les idées des autres et percevoir que finalement, on pourrait en trouver une bien meilleure ensemble. Et c'est ça l'intérêt de pouvoir s'écouter, de se comprendre et de faire confiance en l'intelligence du groupe. Et ça, je trouve que c'est vraiment majeur dans un groupe. C'est vraiment l'écoute et la capacité à faire naître de nouvelles idées, de nouvelles solutions, et ne pas rester arc-bouté sur sa position. Ça serait vraiment l'erreur, et ça montre un peu notre incapacité en fait, à travailler à plusieurs. Si je choisis de travailler en équipe, c'est que je choisis de me laisser influencer par les autres, et donc d'être plus fort à plusieurs que tout seul. Aude Cudry, est-ce qu'il y a des chiffres qui permettent de justifier la pertinence de ce dispositif, montrer que ça marche, c'est-à-dire parce que ça a un coût cet accompagnement, donc pourquoi c'est rentable? Est-ce qu'il y a des éléments pour le justifier? Alors pour nous en Haute-Savoie, on dénombre environ entre 50 et 60 années d'essai par an, donc personnes qui se testent, et en général un tiers n'aboutissent pas. Donc un tiers des personnes, on va dire entre 10 et 20 par an, n'aboutissent pas à une installation. Okay.
Merci beaucoup pour ce témoignage. On va l'illustrer avec Aurélie Udry. Vous êtes éleveuse en Haute-Savoie. Vous avez eu recours 2 fois au droit à l'essai. La première fois dans le GAEC familial et sans accompagnement relationnel. Et la seconde fois hors cadre familial et avec un accompagnement relationnel. Alors voilà, expliquez-nous un petit peu votre parcours. Vous avez tenté une première fois de vous installer. Vous étiez salarié chambre d'agriculture. Et en 2016, vous tentez de vous installer et donc vous entamez un droit à l'essai. C'est ça, sur la ferme familiale. Oui. Alors moi j'ai été salariée de chambre d'agriculture parce que j'avais besoin de me laisser du temps pour construire mon projet. Ça a toujours été une volonté de m'installer. L'opportunité est venue, donc voilà, ça s'est fait comme ça. En 2016, ce qui s'est passé, c'est que donc l'exploitation familiale, c'était mes parents et mon grand frère. Ils ont eu une opportunité de reprendre une estive avec une activité de restauration, d'hébergement. Et du coup, voilà, l'opportunité de développer un nouveau projet. J'ai pas tout de suite démissionné. Je suis assez prudente. Au début, oui, vous avez pris quelques congés. Ce que j'ai fait, c'est que comme voilà, j'étais en début de carrière, j'avais cumulé pas mal d'heures sup et de congés, donc. En accord avec mes responsables, j'ai posé 6 semaines pendant l'été, vu que, vous le savez tous, c'est une période creuse dans les champs d'agriculture. Et j'ai été testée... Non, mais je dis pas que... non, c'est pas ça. Mais voilà, on est moins appelés à ce moment-là parce que les agriculteurs ont plus de boulot. Donc voilà. J'ai posé mes 6 semaines pour aller vraiment travailler avec eux et tester. Du coup, là, j'ai vraiment eu mon autonomie et ma responsabilité sur ce projet. Sur l'estive Sur l'estive. Donc que ça soit... Donc, on montait avec vaches, chèvres, toute la transformation à 100%, la commercialisation, et du coup, on avait un refuge de 40 places et la restauration pour une bonne 60aine de personnes. Bref, voilà. Donc, c'était top, ça allait très, très bien. Et du coup, j'ai fait le saut à l'automne de déposer ma démission pour rentrer dans ce fameux droit à l'essai. Donc j'ai commencé, je crois que c'était novembre ou décembre, voilà, avec eux, vraiment avec un statut de stagiaire à l'essai. Enfin voilà, c'est un statut un peu... c'est pas encore le top, mais bon, il faut qu'on peaufine tout ça. Et du coup, là, je suis arrivée dans un autre environnement, haute saison. Je suis arrivée dans leur train-train, changement de décor. Je suis pas arrivée vraiment à trouver ma place. Je suis plutôt arrivée en tant que la petite sœur qui aidait à droite, à gauche. Voilà, je suis pas. En fait, le projet, c'est là que je me suis rendu compte que le projet était vraiment sur l'été. Et j'ai pas trouvé ma place à l'année, on va dire. Oui, parce que là, pour le coup, dans l'exploitation, c'était une période un peu plus creuse d'activité, donc c'était pas la surcharge de travail qui vous a, voilà. Non, c'est d'où l'importance quand on parle de l'année d'essai, c'est vraiment de pouvoir se tester sur un an complet à toute saison, autant sur des périodes de forts travaux que de plutôt une activité moindre. Pour à chaque fois trouver sa place, voir quelles sont nos responsabilités, qu'est-ce qu'on accepte ou pas, et puis se laisser le temps. Bon, là, moi, je me suis vite rendu compte qu'au final, mon projet n'était pas vraiment... c'était pas complet pour moi et que nos tempéraments de caractère n'allaient pas faire pour l'avenir non plus. Voilà, parce que pour moi, comme Daniel l'a cité, c'est qu'en famille, il y a quand même il y a beaucoup de non-dits, c'est dur de se parler, plus qu'avec des associés tiers quand même, parce qu'on a toujours peur que ça... Sans se le dire, je pense qu'on a quand même la crainte de dire que ça va toucher à notre relation familiale, qu'on va avoir peut-être d'autres répercussions. Donc voilà, puis il y a toujours cette charge, je crois que Daniel en a parlé, cette charge de continuer ce que nos parents, ce que nos grands-parents ont construit, j'avais pas de pression de faire pareil qu'eux, pas du tout, hein, mais c'était plutôt
avec mon frère, justement, vous parliez de la fratrie, où on n'avait pas forcément les mêmes objectifs de travail, objectifs de vie. Et comme il a un tempérament très autoritaire sur moi, oui, enfin, même, ouais, enfin, c'est pas vraiment, enfin, ouais, on parle de leader, mais c'est un caractère fort, je dirais. Moi, je suis pas arrivée à. J'ai essayé de communiquer, mais je suis pas arrivée, j'avoue. Bon, j'étais un peu plus jeune aussi, donc voilà, je suis pas. Et du coup, en effet, l'accompagnement, on n'en a pas eu. Je pense qu'il aurait été le bienvenu à ce moment-là, notamment parce que en fait, une personne qui arrive de l'extérieur, elle pose le doigt où il faut. Enfin, moi, je ne sais pas comment ils font, mais ils le font très bien. Enfin, je m'en suis rendu compte dans ma deuxième expérience. On va en parler justement, voilà, de la deuxième expérience. Tout alors, de suite, on peut. Alors, je ne sais pas si vous voulez réagir, Daniel Guibaud. Ça correspond à ce que. Exactement ce que je disais tout à l'heure, hein, la difficulté dans une fratrie d'oser aborder les vrais sujets, parce que l'enjeu, c'est maintenir la relation de frères-sœurs, et ça peut avoir des répercussions sur l'ensemble de la famille. Donc c'est tellement délicat qu'on n'ose pas. C'est bien ça. Hein, Alors, du coup, on va passer au deuxième droit à l'essai. Alors, entre deux, vous êtes retourné salarié. Oui, entre deux, oui, j'ai fait différents jobs. Et du coup, j'ai été salariée donc, sur l'exploitation où je suis installée actuellement en mars 2020. Plein confinement. En gros, j'ai remplacé des salariés qui avaient besoin de, vous savez, là, les gardes d'enfants parce qu'il y avait le confinement. Enfin bon, voilà. Donc, je suis arrivée comme ça sur l'exploitation. Et puis, au début, je partageais mon temps sur 2 fermes. Donc ça a duré une bonne année. Et puis, sur cette ferme, plus ça allait, plus on discutait de transmission, parce qu'il y avait 2 cédants qui préparaient leur départ. Et du coup, voilà, en fait, on a attendu aussi l'exercice comptable, mais ça nous a reporté à octobre 2021, où j'ai commencé ce fameux droit à l'essai. Donc sur une exploitation, on peut dire hors cadre familial. Alors, donc en fait, il y a un couple complètement hors cadre. Il y a mon concubin, on va appeler ça, on n'est pas mariés. Et puis ses parents qui partaient en retraite. Donc en fait, on a commencé l'année d'essai comme ça. Et alors eux, ils avaient déjà, par leur passif, ils avaient regroupé des exploitations, ils avaient accueilli donc le dernier, c'était donc mon conjoint, et ils avaient déjà un accompagnement relationnel par une personne donc qui était accréditée par GAEC et Société. Donc en fait, c'était assez facile, moi en arrivant, de dire il faut cet accompagnement. Enfin pour eux c'était logique, et puis moi ça m'a bien arrangé parce que j'aurais pas réitéré l'expérience sans accompagnement. Alors, il y a un élément, c'est que même si vous aviez été salarié pendant 1 an, vous avez refait un droit à l'essai, parce que là, vous vous positionnez plus en tant que salarié, mais en tant que futur associé. Ça, c'était important de refaire ce droit à l'essai avec un autre statut, quelque part, une autre perspective. Oui, complètement. Pour moi, c'est essentiel, parce qu'en fait, on a une autre posture. On n'est pas... On a l'associé de futur associé... la posture, pardon, de futur associé. On se pose d'autres questions, on a d'autres discussions, que ce soit au niveau des investissements, de la répartition du résultat, de l'organisation même des week-ends, enfin voilà, des choses que le salarié va peut-être moins aborder. Et puis, ce que je disais, c'est prendre le temps en fait, simplement. Enfin, on va avoir une longue carrière, j'espère. Moi, j'aime bien comparer les sociétés, alors que ce soit le GAEC ou autre, avec le mariage. Parce qu'en fait, quand demain, on vous demande en mariage, on ne va pas y aller tout de suite. Hein. Pourtant, on va dormir ensemble pendant plusieurs années. Pardon. Mais par contre, en fait, quand on se met en GAEC, on est tous les jours ensemble. Il y a des soirs, en fait, le robot, nous on a un robot de traite, il tombe en panne. En fin de compte, on passe la soirée ensemble là-bas. Quand moi je vais chercher mon fils à la nounou, quand j'ai pas fini à la ferme, je reviens avec. Il y a des fois, je peux pas forcément le prendre quand il faut aller dans les vaches, donc je le mets dans les bras de Chantal, mon associé. Donc en fait, le truc, c'est qu'une entreprise agricole, c'est pas que professionnel. Enfin, ça va au-delà. On passe la limite et des fois, ça déborde sur notre vie privée.
Mais Et c'est fallait là- l'avoir posé avant, de l'avoir Et expliqué tout dans ça, vos c'est projets. important de prendre le temps et de poser les choses pour essayer. Alors, une dernière question, puis on va prendre des réactions dans la salle. Est-ce que du coup, vous allez poursuivre cet accompagnement relationnel ou Oui. pas? Oui, alors après, c'est l'avantage en fait d'arriver avec cet accompagnement relationnel au moment de l'installation, c'est que en fait, quand on y a goûté, si je peux dire ça comme ça, si demain on en a besoin, on sait qui appeler. On a cette personne qu'on connaît, qui nous a suivis, qui nous connaît. Donc l'intérêt, c'est de pouvoir faire un point tous les années, voire tous les 2 ans, enfin ça dépend. Et peut-être qu'un jour, elle aura besoin de venir tous les 4 mois. Parce qu'il y a quelque chose, il y a un départ. Pardon, il y a un départ à préparer, il y a un accident, il y a voilà. Je voulais dire autre chose, excusez-moi. J'ai perdu. Bon, en tout cas, voilà, haute cuterie, c'est voilà, c'est important. C'est plus facile de faire appel à un médiateur qu'on connaît déjà. C'est ça comme ça qu'on peut le résumer. C'est-à-dire que si vous avez un souci dans votre GAEC, le médiateur, vous le connaissez déjà. Enfin, quelqu'un qui viendrait en médiation, vous le connaissez déjà. C'est plus facile de l'introduire. Oui, tout à fait. Alors, Je pense que voilà, il est branché. pardon. Alors, c'est pas un médiateur en fait, parce que. Pardon. Pardon. J'ai vu médiation, excusez-moi. Non, je me permets. Mais c'est vraiment différent. Enfin, Mm. il y a vraiment la médiation et l'accompagnement. Et effectivement, on s'est rendu compte que quand le porteur de projet est accompagné durant son année d'essai, eh bien, c'est plus facile ensuite. Et puis, ça fait vraiment partie de la promotion et de la pédagogie de l'accompagnement relationnel au sein des sociétés. C'est plus facile. Après, on sait qui appeler, on sait à qui on a recours en temps voulu. Merci. Alors, est-ce qu'il y a des questions, des remarques, des réactions dans la salle là? J'ai Pardon. retrouvé ce Ah, que vous je avez voulais retrouvé dire. votre phrase. C'est un Allez-y. truc hyper important. C'est qu'en fait, souvent on parle de jeunes à l'essai. Il ne faut pas avoir ça comme ça. En fait, ce qu'il y a, c'est que il faut bien se dire, c'est que c'est tous les associés qui sont à l'essai. En fait, quand quelqu'un arrive, on rebat les cartes, on réorganise le travail, les besoins de chacun, les envies, les obligations. Donc en fait, c'est vraiment, on met à plat, on prend le temps avec quelqu'un qui vient poser les bonnes questions, et à ce moment-là, on reconstruit un projet commun à tous. C'est l'organisation qui a laissé. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a des réactions, des questions au premier rang? Le micro arrive. Oui, Henri Jouve, j'ai déjà parlé ce matin, mais quand même, je trouve qu'on a raison d'appuyer un peu sur le sujet des GAEC. Parce que le GAEC, il ne faut pas oublier, c'est extrêmement passionnel. Hein. Il y a des déchirements dans les GAEC qui sont historiques. Ça peut créer des situations de mal-être extrêmement douloureuses. Hein. Et dans cela, quand même, le témoignage c'est Aurélie, hein, est très important parce qu'il y a un moment où il faut pouvoir se dire oui, je suis à l'essai et je n'ai pas fait le pas de trop. Je trouve que c'est très très important de travailler là-dessus. Voilà, moi, quand j'ai commencé aussi, je me suis installé en GAEC avec un vrai projet, des vrais amis, plus que proches. Enfin bon, il y a longtemps. Hein. Mais on a buté sur cette situation d'un droit à l'essai qui, s'il avait existé, on aurait évité beaucoup de déchirements. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, réactions dans la salle? Non. Eh ben, on va en profiter maintenant pour évoquer des initiatives aussi pour faire émerger un collectif. En Normandie, le Crédit Agricole propose la promo des installés. On regarde tout de suite une vidéo qui présente le dispositif et on en parle après. Je trouvais l'initiative intéressante de la part du Crédit Agricole. Pour ma part, c'est la première fois que je viens au siège régional, donc c'était une bonne occasion. Je trouvais ça intéressant d'accepter l'invitation de mon banquier pour voir aussi ce qui se passe du côté de ma banque, qui est, on va dire, le principal partenaire qui m'a permis d'installer aujourd'hui. Il faut qu'on réfléchisse ensemble parce que les défis que vous avez à relever en tant qu'agriculteur sont immenses.
Notre objectif aussi, c'est créer cette promo pour être utile, d'être un créateur de liens entre vous et un monde qui bouge beaucoup. Quand on est exploitant, on est souvent seul ou plus ou moins. Et ça permet justement d'échanger avec d'autres sur nos pratiques, sur notre métier. C'est plutôt intéressant de voir les autres jeunes agriculteurs et puis de voir l'ensemble de l'équipe du Crédit Agricole. Tout ce qui est stockage d'effluents et générateur de CH4 et de protoxyde d'azote. Et puis le sujet qui a été abordé ce matin est un bon sujet d'échange, un sujet d'actualité. Même si on est bon plus ou moins, qu'on nous aide à encore être là demain. Donc l'initiative promo est, je trouve, intéressante de la part du Crédit Agricole. Ça permet dans le quotidien de les impliquer aussi, de continuer à échanger avec eux sur leurs besoins et sur leurs problématiques au quotidien, sur ce qu'ils attendent de nous. Alors, Jean-Emmanuel Zaragoza, alors si on peut vous passer un micro, vous êtes dans la salle, vous êtes parmi nous aujourd'hui. Alors, comment est né ce projet, voilà, la promo des installés, d'où est venue l'idée, d'où est venu le concept? Donc effectivement, l'idée, elle est venue en discutant avec les jeunes installés. Ce qui nous partageait les jeunes installés, c'est leur parcours avec une intensité relationnelle avec un certain nombre d'acteurs au moment de l'installation très fort. Et puis cette première année d'installation, cet isolement, quelque part, se vide de se dire ça y est, je suis installé, je mets la tête dans le guidon. Et puis finalement, si je ne m'efforce pas de sortir, je me retrouve seul sur mon exploitation et je manque justement d'interaction une fois que je suis dans ma ferme. Alors, quels sont les sujets abordés pendant ces journées? Alors, on l'a vu un peu ici, on a voulu mêler des sujets d'actualité, ce qui préoccupe les jeunes installés. Ici, on a traité des sujets autour de la décarbonation, autour de l'organisation du travail, de la main-d'œuvre. Donc voilà, des choses comme ça. Et puis, on a aussi lié ça avec des moments de convivialité. C'est vraiment ce qu'on a voulu pour créer du lien entre les exploitants, puisque ces exploitants, finalement, ils nous disent également, on a l'habitude de se retrouver entre exploitants du même canton, dans la même CUMA, dans la même coopérative. Mais là, ils trouvaient d'une richesse de se croiser entre productions différentes sur 3 départements et également de profils différents, puisqu'il y avait des installations en cadre familial, des reconversions, enfin voilà, de pouvoir mêler des profils comme ça. Et le moment convivial leur permettait d'échanger directement entre eux. Vous avez des bons taux de participation, voilà, ils répondent présent, comment... Alors sur la participation des exploitants, c'est toujours la première chose, c'est toujours compliqué de trouver une date, c'est jamais la bonne date. Là, vous l'avez vu sur la vidéo, il faisait particulièrement bon. On avait fait ça au mois de juillet, c'est très ambitieux de réunir des exploitants au mois de juillet. Et pour autant, sur les 200 installés qu'on installe à peu près chaque année, il y en avait 20-25 de présents. Voilà, l'année suivante, on l'a fait au mois de février, à peu près les mêmes taux, donc 25 présents sur cette promotion. Donc ça, c'était sur la première intervention. Et puis ce groupe, on l'a également ressollicité pour travailler avec eux des sujets plus pointus, des sujets... nous, la banque, on se préoccupe régulièrement de comment on peut faire mieux, des ateliers de co-création avec ces jeunes installés qui avaient vraiment envie de s'impliquer sur ce qu'est la banque et l'agriculture. Alors, ils sortent souvent, là, les jeunes qui viennent de s'installer, ils sortent d'une année chargée, beaucoup de rendez-vous, beaucoup d'accompagnement. Ils ont le temps de venir, et puis est-ce qu'ils ont aussi l'envie ? Ils ont le temps de venir, ils ont pris le temps de venir, donc ça nous paraissait bien de leur proposer. Et évidemment, ils ne sont pas tous venus, donc voilà, c'était également une des préoccupations de se dire, pour ceux qui ne sont pas venus, qu'est-ce qui fait qu'ils ne sont pas venus ? Effectivement, le facteur temps joue beaucoup, le facteur sujet, voilà, il y a des sujets qui passionnent et des sujets qui passionnent un peu moins. En tout cas, tous ceux qui sont venus, une fois qu'ils sont rentrés, c'est un peu l'effet boule de neige, puisqu'ils ont dit aux autres de leur canton, enfin en tout cas aux jeunes agriculteurs qui croisaient, qu'ils y avaient trouvé un intérêt. Et c'est aussi ça la force du dispositif, c'est, comme l'a dit notre président, d'être utile et qu'une fois que l'agriculteur rentre chez lui, il puisse en parler positivement. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi un phénomène à l'inverse où l'agriculteur est très entouré quand il s'installe et puis il y a un moment un petit peu de ralentissement où il est peut-être un petit peu plus isolé, isolé, je ne sais pas si c'est le mot, mais après tout ce parcours à l'installation? Oui, alors là, du coup, on est 1 an après l'installation, donc c'est justement au moment où il se ressent le début de cet isolement. Après, cette promotion, comme toute promotion, il faut qu'on arrive à la faire vivre dans le temps. Et donc, il y a des agriculteurs qui gardent des contacts entre eux, même interdépartements. Voilà, donc notre ambition aujourd'hui, c'est de se dire, une fois qu'on l'a lancé, on a fait 3 éditions,
comment on continue à faire vivre cette promotion d'exploitants qui ont envie effectivement de générer un réseau et de créer un réseau de jeunes installés. Merci beaucoup Jean-Emmanuel Zaragoza. Alors, pour s'investir, pour sortir, il faut aussi avoir du temps. Et pour trouver du temps, une des pistes, une des solutions, c'est les groupements de remplacement, les groupements d'employeurs. Avant d'en parler avec Pierre-Yves Lebozec, éleveur laitier à Lanester dans le Morbihan et président de la FNGEAR, Fédération nationale des groupements d'employeurs agricoles et ruraux, je vous propose de découvrir une vidéo, un témoignage. Nous avions besoin de main-d'œuvre, sachant que j'ai des responsabilités à l'extérieur et que l'exploitation correspond à 3 UTH. Nous avons souhaité embaucher quelqu'un à mi-temps. En passant par le groupement d'employeurs, ça nous permet de ne pas avoir à s'occuper de la gestion du contrat de travail, des charges sociales et de la paye. C'est une facilité, c'est une responsabilité tripartite, à savoir qu'il y a le groupement d'employeurs, il y a le salarié, mais il y a l'employeur. C'est bien nous qui sommes employeurs de notre salarié. Le groupement d'employeurs reste un facilitateur de relations. Le groupement d'employeurs permet d'avoir des salariés à temps partagé ou à temps plein selon le besoin des agriculteurs. Ça a de la souplesse également pour le salarié. Il faut savoir qu'il y a des salariés qui n'ont qu'un mi-temps de disponible, donc ça peut leur permettre d'avoir un travail à mi-temps sur une exploitation. Après, ça dépend des besoins de l'exploitation. Donc, ce que j'aime moi dans Terralliance, c'est le fait de pouvoir exercer mon métier avec passion, et avoir la sécurité de l'emploi. C'est vrai qu'on va toujours, on n'a pas de mal à retrouver du travail grâce à nos charges de mission. Et être serein dans ce qu'on fait et l'échange avec les exploitants. Moi j'ai fait études agricoles, BEP, bac, BTS. Donc après du salariat, j'ai fait 1 an de ZEC et puis après j'ai été contacté par Terralliance pour rejoindre l'équipe pour faire du travail en temps partagé. J'ai fait 7 exploitations sur mes 10 années. C'est de faire des choses différentes dans sa semaine, c'est jamais la même chose. On change d'exploitation, on voit des gens différents. C'est intéressant. Suivi de troupeaux principalement en vache quand même, et les périodes où il y a du travail de culture, là il y a pas mal de travail de champ à faire. Donc, actuellement je suis sur 2 exploitations, une en lait et une en porc, volaille et légumes. Donc dans ma semaine, là ça fait pas mal de choses différentes à faire. Donc ça permet de varier vraiment les coups de bourre, les travaux sont assez différents. On essaye d'avoir un planning plutôt stable sur l'année, avec début de semaine dans une exploitation et fin de semaine dans une autre. Mais en fonction des travaux dans les différents élevages, on essaye de s'adapter en fonction des travaux, quoi, pour que tout le monde puisse faire ses travaux dans les bonnes conditions avec assez de personnel pour tout faire, quoi. L'avantage de Terralliance, c'est qu'on fait partie d'un grand groupe, donc avec plus d'une centaine de salariés. Donc on peut se revoir régulièrement dans des journées organisées par notre entreprise. Ça va permettre de connaître du monde de plusieurs endroits et de comparer nos systèmes de travail, voir ce qui est bien, toute l'évolution. Pour ma part, j'ai une responsable que je peux contacter en cas de problème, quand ça va bien aussi, pour tout ce qui est suivi de la vie du salarié. Donc ça fait quand même un avantage non négligeable.
Voilà, Pierre-Yves Lobozek, l'agricultrice, dans la vidéo, elle parle de facilitateur de relations RH. C'est la bonne définition pour vous? Il doit être... C'est bon? Oui, c'est facilitateur. Juste reprendre un tout petit peu parce que ma collègue a parlé, c'est vraiment nous l'employeur, en fait, ce qu'elle voulait dire, c'est vraiment nous qui sommes en charge de l'organisation du travail. Nous, adhérents utilisateurs. L'employeur, c'est bien le groupement d'employeurs, et nous, en tant qu'adhérents, on est l'adhérent utilisateur et on est responsable des bonnes conditions de travail et de la bonne organisation. Juste, je repréciser parce que... Alors, est-ce que vous pouvez nous définir donc les principes du principes, groupement je repars de... Donc voilà, le groupement d'employeurs, une association loi 1901, qui va recruter des salariés en fonction des besoins adhérents et qui va mettre à disposition du personnel. Un même salarié peut aller sur 1, 2 ou 3 exploitations, ou un peu plus et un peu moins. C'est très variable selon les besoins. Mais le point déterminant, c'est le besoin de l'entreprise qui va utiliser la main-d'œuvre. Quand un agriculteur, une exploitation vous sollicite, vous allez définir le besoin, vous allez dans l'exploitation? Comment vous faites? Donc, avec des structures qui se développent depuis plus de 10 ans, les structures départementales, oui, ça, on prend un rendez-vous. On fait un premier tour de piste sur quelles sont les attentes. Souvent, l'attente se rapproche du mouton à 5 pattes et les conseillers vont aider à dimensionner le recrutement. Il y a un volume horaire à déterminer, il y a un volume chiffré aussi en termes de coûts, pour que les gens n'aient pas de surprise. Et une fois qu'on a fait tout ça, on s'engage dans une durée. Dans la durée. Alors attention, là je suis sur le groupement d'employeurs que je maîtrise mieux, qui est le polyculture élevage. Dans toute la famille des groupements d'employeurs, sur les 3732 établissements, il y a des jeux entre 1 ou 2 exploitations, qui est assez... voilà, le GE, le groupement d'employeurs, c'est quand même né de l'agriculture. Donc ça, il en reste, mais ça ne se développe plus beaucoup. Aujourd'hui, l'emploi, il se développe principalement dans les groupements d'employeurs départementaux. Alors, juste vous ressortir un chiffre, c'est quand même en 10 ans, plus 70% d'embauches en GED. C'est quand même conséquent. C'est quelque chose qui répond aux besoins de planification et de structuration de l'emploi. Alors, quelles sont les motivations, les agriculteurs qui vous rejoignent? Qu'est-ce qu'ils définissent? Est-ce que vous avez une hiérarchisation des motivations? Selon le stade de la vie qu'on se trouve ou de la carrière professionnelle, ça peut être pour aider à lancer l'outil, pour de la transmission. Souvent, sur mon département, l'expérience que j'ai, c'est quand même, à un moment de temps, on avait plus de 30% des salariés qui étaient mis à disposition dans des GAEC de transmission. Préparer la transmission par le salariat, mais on passait d'abord par un carton, en général c'est le carton, le mi-temps, et puis après on a les parents qui partent en retraite, et puis soit on fait le choix de s'associer, soit le choix du salariat, mais au moins on a pu étudier le contour. Je dis étudier, et quand on arrive à mettre de la main-d'œuvre, attention, on a connu des entreprises qui n'ont jamais, on met à disposition dans des entreprises qui n'ont peut-être jamais eu de main-d'œuvre salariale, en dehors de quelques remplacements vacances ou un accident, ils n'ont jamais eu de main-d'œuvre. Donc, du coup, il y a beaucoup de choses à appréhender, comme le cadre d'accueil et surtout l'organisation du travail. Le salarié va venir pourquoi? Et le fait de se poser, de me dire, voilà, on va embaucher pour ça. Souvent, au bout de 3 mois, ça commence à aller ou à pas aller. Il y a quand même ça qui ne va pas bien. Et donc, il faut repositionner. Et après, tant qu'on n'a pas fait une année, on ne sait pas. Alors, améliorer l'organisation, le cadre d'accueil, ça bénéficie donc aussi au bien-être de l'agriculteur employeur. C'est certain. Je pense que dans un groupement d'employeurs, ou quand on est utilisateur et qu'on va vers le groupement d'employeurs, on fait un investissement gagnant-gagnant. C'est-à-dire on a besoin de la main-d'œuvre et on va. Alors, la main-d'œuvre pour travailler en exploitation, j'ai entendu parler ce matin de l'assistance administrative. En groupement d'employeurs agricole, on peut aussi avoir des compétences assistance administrative ou suivi compta, notamment pour ceux qui vont la vente directe. Le groupement d'employeurs peut faire beaucoup de choses, mais aussi, surtout, le groupement d'employeurs, c'est de la fonction RH à temps partagé. Et de la fonction RH disponible en ruralité, il n'y en a pas beaucoup. Dans le groupement d'employeurs départemental, c'est quand même un accès à la fonction RH à un coût, quand même, un coût relativement accessible par rapport à ce qu'on connaît sur le marché. C'est une forme d'assurance, d'enlever un stress à l'agriculteur, parce qu'effectivement, il peut y avoir des conflits avec des salariés, des problématiques RH, des indemnités qui peuvent mettre en péril aussi une exploitation. Ouais, faire le choix du groupement d'employeurs, c'est faire le choix
de se sécuriser dans le recrutement, avant de recruter, de déterminer un poste, de déterminer à peu près le coût, donc de le prévoir. On a beaucoup entendu parler les banques et tout aujourd'hui, mais c'est aussi qu'il faut que ces partenaires-là intègrent aujourd'hui qu'est-ce que c'est que d'avoir de la main-d'œuvre en exploitation. Donc du coup, d'avoir un devis d'un groupement d'employeurs, ça peut être pas mal. Ça aide, ça donne des repères. C'est le suivi du salarié, c'est la pose des congés du salarié, c'est la pose des congés de l'adhérent. Parce que comme on va poser les congés du salarié, si on est en couple et que l'autre personne du couple travaille à l'extérieur, elle va aussi déterminer des besoins. C'est planifier des moments importants dans la vie du chef d'entreprise. C'est de les planifier dans l'année aussi. Parce qu'on va le faire. Parce qu'il y a juste une personne qui va venir lors des entretiens pour le salarié. Il va le faire en même temps pour l'adhérent. C'est très basique, ce que je dis, mais en fait, ça se fait naturellement. Et du coup, c'est des repères qu'on peut amener à sa famille. Moi, le salarié, il s'appelle Mickaël, il sera en congé telle partie-là. Donc nous, on ne pourra pas partir, mais moi je serai à cette partie-là en congé. Voilà, c'est fait, c'est dit. C'est des repères qui sont donnés à l'environnement. Alors, il y a l'autre volet, c'est aussi le bien-être du salarié. Comment ça se traduit en termes de fidélisation de ces salariés dans les groupements d'employeurs ? Moi, je ne suis pas inquiet, parce qu'aujourd'hui, on a un public, notamment non issu du milieu agricole. On recrute quand même à plus de 50% du non issu du milieu agricole. Le fait de rentrer par un tiers employeur, ça peut rassurer. Ce qu'il a dit, le salarié, de faire partie d'un collectif de salariés, donc du coup, appartenir à un collectif, ça rassure aussi. Et ça détache de la pression familiale. Parce que quand on est seul salarié d'une entreprise familiale, naturellement, on peut vivre aussi de temps en temps. La famille rentre dans l'exploitation rentre dans la famille. Et le fait d'avoir un tiers employeur, quelqu'un avec qui on peut échanger, ça peut permettre de prendre du recul, notamment quand il y a des fragilités qui s'exercent. Voilà. Et une structure comme celle que je préside, parce qu'elle est joignable 365 jours par an. Donc par rapport à tout ce qui est travailleurs isolés ou dépression qu'on pourrait subir et tout, la structure que je préside, elle est joignable tous les jours. Parce qu'on a du personnel tous les jours au travail, et donc on se doit d'être joignable. Et c'est pas rien que pour quelqu'un qui vient de l'extérieur, qui a connu des codes plus dans le monde du travail de ses parents qui étaient peut-être ouvriers ou agents dans une administration, on amène un petit peu de fonctionnalité, de fonction RH et de cadre pour les gens qui viennent travailler. Alors un cadre concrètement, ça peut être, ça permet de situer aussi son salarié sur le marché du travail, savoir à quel moment peut-être un accompagnant s'il oui, alors quand je dis le suivi RH, ça va de la formation aux évolutions de rémunération, dès l'embauche à la classification d'emploi et à la sortie, parce qu'il y a des sorties, il faut que ça se passe bien. Donc en général, une sortie de regroupement d'employeurs se passe bien, comme sur l'embauche en direct, et il y a des fois où ça se passe mal. Mais je préfère que ce qui se passe mal soit géré par un collectif que par une personne seule. Concrètement, quand il y a un agriculteur qui vient vous voir et qui veut adhérer, il y a un process, il y a des questions qui sont posées. Aujourd'hui, les paysans, ils n'aiment plus trop entendre parler de process. C'est surtout de les accompagner avec un peu de méthode, un peu de savoir humain, de savoir RH qu'on amène, qu'on met à disposition, on positionne. D'abord les besoins, ça ne sert à rien de mettre de la main-d'œuvre si l'attente du chef d'entreprise n'est pas celle-là. Et donc, c'est aussi de bien se positionner ça. Du coup, il n'y a pas d'échec à l'issue. Merci. Est-ce qu'il y a des réactions, des questions dans la salle ? Eh bien, allez-y, François Régis Lenoir. Simplement pour partager l'expérience, parce que j'ai été fondateur d'un groupement d'employeurs multisectoriel qui était sur l'agriculture et en même temps sur d'autres secteurs d'activité. Et donc, un des axes importants par rapport à l'emploi, c'est vraiment d'avoir des parcours professionnels pour les salariés qui soient sur le long terme et ô combien des personnes appréciaient des deux côtés d'avoir à la fois un CDI et donc de pouvoir ainsi s'installer dans la vie. Et d'autre part, pour les agriculteurs ou pour les artisans, ou etc., d'avoir une personne qui revenait régulièrement et qui connaissait évidemment l'entreprise, qui connaissait son mode de fonctionnement, et donc des gains évidemment économiques, sociaux, organisationnels qui étaient considérables en fait. Voilà, tout simplement. Merci. Oui, allez-y. Un chiffre comme il y a 2 ans, on a fait sur un territoire plus grand qu'un département
plus de 70% des départs de salariés d'un groupement d'employeurs restaient dans le monde agricole, moins de 50% quand c'était des départs d'exploitation en direct. D'accord. C'est juste cette notion-là de se mettre dans un modèle, de pouvoir changer d'entreprise, de travailler à la mission. Là, j'ai parlé beaucoup de ce que je maîtrise de mieux, le polyculture élevage, mais tout ce qui est GE saisonnier aujourd'hui, où on peut rallonger les durées de contrat plutôt que de travailler à la mission de 3 semaines ou de 15 jours, de travailler sur la saison. La saison, des fois, elle est très courte, des fois, elle est plus longue. On a le réchauffement climatique qui ne nous aide pas, mais au moins qu'il y ait des gens qui se permettent, qui ont le temps de structurer les choses pour qu'on garde la main-d'œuvre à disposition. Merci. Alors, on a une autre action dans la salle. Isabelle Ouedraogo de la MSA. Alors, l'État a souhaité relancer les CPHS-CT dans les TPE. Alors, concrètement, où est-ce qu'on en est? Quel est l'intérêt? Bonjour à tous. Donc, je suis administratrice à la Caisse centrale de MSA et présidente du comité d'action sociale. Effectivement, les commissions paritaires d'hygiène et des conditions de travail et de santé, CPHS-CT, en agriculture, ce sont des structures départementales ou interdépartementales pour toutes les entreprises de moins de 10 équivalents temps plein. Alors, je ne sais pas combien ça fait en unité de travail humain, mais moins de 10 ETP. Et c'est des lieux où à la fois les représentants des organisations syndicales patronales et syndicales de salariés désignés, avec la MSA, avec la direction du travail, mettent en débat des sujets pour travailler ensemble et informer et les salariés et les entreprises du secteur. Donc effectivement, la législation a évolué en juillet dernier. Et au niveau de la MSA, on a une volonté, effectivement, on souhaiterait que les CPHS-CT puissent être beaucoup plus nombreux sur tout le territoire. Actuellement, il n'y a que 27 CPHS-CT qui sont fonctionnels. C'est dommage. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui interpellait par rapport au travail des comités mal-être départementaux. Un CPHS-CT, c'est aussi l'occasion de parler de la relation de travail, de faire des fiches d'action, de former et les représentants des employeurs et les représentants des salariés pour après communiquer. Donc c'est vraiment un outil qui est à la portée de tous, si chacun a la volonté d'envoyer des représentants. Voilà, c'est un appel, mais on a un outil quand même dans l'agriculture, cet outil-là qui est vraiment très intéressant. La MSA accompagne avec des techniciens, des préventeurs, peut aider à faire des fiches d'action. Et c'est vraiment des actions concrètes qui sont faites. On a de beaux exemples d'actions qui peuvent être menées, notamment dans tout ce qui est ressources et relations humaines dans l'entreprise. Merci beaucoup, Isabelle Ouedraogo. On va maintenant terminer avec le dernier témoignage. Muriel Penon, vous êtes agricultrice, élue chambre d'agriculture en Charente-Maritime et élue administratrice à la COP Terre Atlantique. Oui. Alors, la question de la prise de responsabilité des femmes, la question de la représentativité de tous et toutes dans les instances agricoles, elle est au cœur du bien-être agricole. Alors, voilà, est-ce que vous pouvez m'expliquer le projet Les ailes de la COP, à quoi il répond, quel était son objectif? Alors, oui. Je suis agricultrice, je suis engagée pour défendre mon métier, mes idées, mes valeurs du monde agricole. Et donc, je pense que c'est à l'été 2018, sous l'impulsion de COP de France à l'époque, donc c'est maintenant la coopération agricole,
au sein de ma coopérative, on reçoit un mail qui nous propose de nous réunir à Paris, rue Sedaine, dans les locaux de COP de France, entre agricultrices, administratrices, pour discuter ensemble. On ne savait pas bien où on allait. Et finalement, on s'est retrouvés donc une vingtaine là-bas de femmes administratrices de coopératives agricoles. Et on a pointé du doigt le manque de représentativité des femmes dans les instances décisionnaires agricoles. Donc on a commencé un long travail. On a démarré en relatant nos expériences chacune. Parfois, certaines faisaient peur. On parlait de stagiaires tout à l'heure. Moi, j'ai entendu des femmes me dire qu'elles avaient été stagiaires administratrices dans la COP pendant 10 ans. D'autres que l'on a mis administratrices d'une coopérative et puis qui ont fini par faire des burn-out parce qu'elles étaient... la masse de travail qu'on leur confiait ou de dossiers à traiter qu'on leur confiait était trop importante. Enfin, là, on s'est dit, il y a quelque chose qui ne va pas et on a besoin d'une juste représentativité dans les instances décisionnaires agricoles. On est aujourd'hui autour de 400 000 agriculteurs en France. Je ne sais même pas si on les atteint vraiment maintenant. On est environ 26% de femmes chefs d'exploitation. Et on est seulement 10% de femmes élues dans les conseils d'administration des coopératives agricoles. Donc il y a encore un fossé évident, certain. Et on a la coopération agricole qui a choisi de s'engager et d'attraper à bras-le-corps ce sujet de la mixité et de la féminisation des conseils d'administration. Politiquement, je vais dire, c'est vraiment quelque chose d'important. Et donc, on a créé donc, en 2018 un collectif de femmes que l'on a baptisé les ailes de la COP. On a créé de nos petites mains un guide de la féminisation parce qu'en s'appuyant sur nos expériences chacune, on entendait des présidents de coopératives nous dire moi, je veux bien des femmes, mais il n'y en a pas. J'en trouve pas. Si, on est 26%. Donc, il a fallu leur donner des clés, j'allais dire, mais des clés concrètes pour leur dire, alors, si, il y en a, allez les chercher, sollicitez-les, prenez-en soin, parce que sinon, réfléchissez à permettre une réunion un mercredi après-midi, par exemple. C'est juste la base. Et voilà. Et donc, on a même mis en place un webinaire que l'on a présenté en juin 2021 où on a eu près de 400 spectateurs à ce webinaire, donc on a eu plutôt du succès. Et puis, à force d'entendre parler des ailes de la COP, ça fait son petit bonhomme de chemin quand même. Et donc, on a eu l'opportunité en ce début d'année de lancer un nouveau programme financé par du CASDAR, donc avec l'aide de la coopération agricole. Et on a baptisé ce programme Tous en COP. Alors, il faut juste le voir écrit parce que les deux O de COP, on a mis le sigle femmes et hommes. Et donc, on a décidé d'associer les hommes à notre démarche de féminisation. Et donc, dans ce programme Tous en COP, on réfléchit ensemble et on a créé des binômes. On a à peu près 10 coopératives d'engagés dans ce programme cette année. Ça va d'une petite coopérative à une très grosse coopérative. Donc, c'est vraiment super. On a mélangé les administrateurs, femmes et hommes, pour faire des binômes. Et il y a une espèce de mentorat. Ce n'est pas du coaching, mais c'est plutôt un mentorat, un partage d'expérience entre femmes nouvellement arrivées dans les coopératives qui ont sans doute besoin d'être un peu rassurées, mises en confiance, et puis des hommes qui sont un peu plus installés. Alors, il y a aussi 2 femmes qui font ces rôles-là, donc ce n'est pas que des hommes, mais et puis qui permettent et qui favorisent la montée en compétence de ces femmes dans leur rôle d'administratrice. Alors,
dans le cadre des élections chambres, il y a il y a une répartition, Oui. il y a un cadre légal sur la place des femmes. C'est ça, la loi a obligé à un moment donné les chambres d'agriculture à avoir un tiers des élus femmes. Votre position pour les conseils d'administration en COP, c'est pas ça, c'est d'aller sur... Et la loi ne s'est pas encore penchée sur le cas de la coopération. Donc, on est en train de tirer, nous, la sonnette d'alarme en disant « Réagissez, réveillez-vous, sinon on va vous l'imposer, ce quota de femmes ». Où là, ça devient un peu plus compliqué de trouver des femmes investies, qui s'engagent, qui ont envie, qui se battent, parce que c'est un peu ça aussi, hein, notre boulot d'élu. Donc, ce travail-là qu'on est en train d'enclencher, on espère qu'il va faire des petits et que l'année prochaine, on arrivera à refinancer une formation, à refaire une formation CASDAR pour faire monter des femmes en compétences et favoriser la mixité dans nos coopératives agricoles. Donc, pour faire le lien un petit peu avec ce que j'ai entendu autour de moi là, depuis tout à l'heure, je suis super fière et super contente d'avoir vu Sylvie Tranchevant, qui fait partie du groupe des ailes de la COP. Et sans doute que les groupements d'employeurs favorisent aussi le fait que les femmes puissent dégager du temps sur les exploitations pour aller représenter l'ensemble de leurs collègues agriculteurs dans des instances comme la coopération. Et donc, elle est présidente du groupement d'employeurs et elle est aussi élue dans sa coopérative Urdaine. Donc ça c'est super. Et puis l'idée d'être stagiaire et jeune. On sait qu'on a le premier frein pour que les femmes s'engagent dans des postes d'élus, c'est sans doute leur vie familiale que l'on doit coller à leur vie professionnelle. Donc on sait que dès 25-45 ans, ça va être plus compliqué parce qu'on a des enfants, parce qu'on a quand même la charge de la famille. C'est un petit peu plus simple une fois que les enfants ont grandi. Il faut qu'il y ait un super consensus avec son associé quand on n'est pas seulement en GAEC, mais en EARL ou en ACEA, etc. Parce qu'il faut que le conjoint ou l'associé soit quand même d'accord à ce que nous, on sorte un peu de l'exploitation pour aller défendre le monde agricole. Ça, c'est aussi... voilà, ça fait partie du bien-être du couple, parfois. Alors, la MSA a édité un livre blanc sur la thématique « Les femmes et la prise de responsabilité ». Isabelle Ouedraogo, est-ce que vous pouvez nous le présenter ? Alors, ce n'est pas les femmes et les prises de responsabilité. En fait, je vais me lever, bien sûr. Je vais me relever de nouveau. Donc, les 2024, c'est pour la MSA toute une année d'événements consacrés aux femmes en agriculture. Et effectivement, il y a un groupe d'administratrices. Alors, il y a Anne Gauthier qui a fait partie du groupe de travail et il y a Sabine Delbosque qui est là-bas, voilà, qui a fait partie aussi du groupe de travail. Les conclusions de ce groupe de travail, ça a été 15 propositions, dont 5 propositions concernent les prises de responsabilité au sens large, hein, des femmes en agriculture. Et la dernière est effectivement qu'on puisse, pour les élections MSA, avoir le même système de représentation que pour les élections aux chambres, c'est-à-dire que sur 3, il y a 2 personnes du même genre. Voilà. Mais c'est une volonté de la MSA, aussi bien pour les salariés que pour les non-salariés, de vraiment travailler sur la place des femmes qui sont alors peut-être pas toujours 26%, un petit plus au niveau de chacune des catégories, mais pouvoir prendre des responsabilités, effectivement, et puis permettre une meilleure attractivité des métiers en agriculture. Oui, effectivement. Merci beaucoup.
De rien. On a d'ailleurs, lors du Salon de l'agriculture, organisé une table ronde sur le sujet où beaucoup de femmes ont témoigné, et c'était fortement intéressant. Merci. Alors, on peut prendre une question, s'il y a une question dans la salle avant de conclure. Est-ce qu'il y a une remarque Quatrième rang. En tant que présidente de la commission des agricultrices de la FNSEA, je ne peux pas me taire. C'est un sujet qui nous concerne aussi. Non, mais voilà, je suis tout à fait d'accord avec Muriel, parce que voilà, on a déjà beaucoup échangé sur cette thématique-là. Mais je pense le premier aussi frein, que ce soit homme ou femme, je pense que quand il y a du revenu dans nos exploitations, on peut embaucher et on peut dégager du temps. Donc c'est ça qui fait aussi qu'aujourd'hui, on sent bien, on a perdu 1% de femmes agricultrices à cause qu'elles sont reparties retravailler soit à 60% ou soit à 50% parce qu'il manquait du revenu. Donc déjà, c'est ça aussi le premier frein. Parce que qui c'est qui souvent qui garde le porte-monnaie, c'est la femme, entre guillemets. Donc ils voient bien ce qui se passe. Et quand on demande à une femme, tu veux prendre une responsabilité, on dit, attends, je vais demander à mon mari. Un homme, il ne va pas demander à sa femme pour prendre une responsabilité. Voilà, c'est deux petites choses que je voulais dire aussi. Et aussi que le groupement d'employeurs, pas tous, mais voilà. Le groupement d'employeurs, ça aide beaucoup. Et je confirme avec Muriel, moi, avec mes responsabilités, c'était grâce à mon groupement d'employeurs que je pouvais dégager du temps et que mon mari était président de COP aussi. Donc ça aide aussi là-dessus. Et il y a le côté aussi familial. Ça, je sais que c'est un sujet pour nous quand on doit quitter notre vie familiale. C'est pour ça qu'on est en train de travailler là-dessus, autant en lien avec la FNPL, avec les COP de France. Voilà, on a un travail qu'on va faire ensemble pour accompagner nos agriculteurs sur... moi, j'ai dit agriculteurs parce que voilà, c'est un sujet qui va concerner tout le monde. C'est comment on accompagne pour que quand on quitte notre lien familial, soit garder les enfants ou les heures de ménage. Parce que le temps qu'on passe à faire ça, que ce soit homme ou femme, eh ben, il faut le faire, il faut le faire quand on revient à chaque fois. Donc moi, j'ai pris l'initiative de le faire et c'est un soulagement quand même. Donc il y a quand même plusieurs paramètres à travailler aujourd'hui là-dessus et que voilà, qu'on soit en complémentarité avec nos hommes. Voilà. Alors, une dernière réaction, Pierre-Yves Lebozec. Étant le seul homme de la tribune, je vais intervenir. Le mercredi, c'est pas que pour les femmes. Sans déconner, c'est en fait nos familles. Que ce soit en responsabilité. Moi, les JA, je sais qu'il a fallu que je ralentisse fortement parce que j'avais des enfants jeunes. Ma femme avait repris des études. Donc voilà, c'est comment on fait vie. Enfin voilà, il y avait un moment de temps, comment on concilie vie privée, vie professionnelle. Dans la vie professionnelle, il y a les mandats. Par contre, il faut arrêter de se leurrer qu'on pourra mettre du personnel à disposition sans le prendre en charge. Je provoque bien comme il faut parce qu'il y a un vrai sujet sur l'engagement. Si les agriculteurs, au vu des revenus qu'on fait sur nos entreprises, on ne pourra pas mettre d'argent de nos entreprises pour aller en délégation. Aujourd'hui, avec des indemnités moyennes entre 70 et 100 euros, là je le dis parce qu'on est quand même à Paris, il faut quand même le comprendre, entre 70 et 100 euros, quand un salarié, je ne parle pas des 10% du SMIC qui vont arriver prochainement, aujourd'hui mis à disposition avec les compétences que l'on a besoin pour nous remplacer, parce que nous, je suis désolé, on n'est pas dans les tâches d'exécutant. C'est 150 à 200 euros la journée. Faut juste faut mettre tout ça en face, quoi. Que ce soit homme ou femme, on aura des responsables que si on investit. Si on n'investit pas, il y aura peut-être plus de femmes, mais il n'y aura plus d'hommes non plus. Avec ça, on m'a déjà fait plusieurs fois la remarque que même des papas qui sont divorcés ont aussi des mercredis à gérer, par exemple. Mais on avait discuté de ça contre femmes. Donc c'est pour ça qu'on était... Donc j'ai fait un mea culpa après en disant c'est vrai que ça touche aussi les hommes. Il y a aussi un autre frein, je pense. Là, vous allez sans doute pas être contents, mais il faut aussi savoir, vous, messieurs, laisser la place un petit peu. Parce que ce sera le mot de la fin sans doute, mais on a aussi parfois une problématique avec des hommes qui sont installés dans des postes d'élus et qui ont un peu du mal à lâcher le siège et à accueillir de nouvelles idées. Voilà, on terminera sur cette remarque. Merci à tous. Merci pour vos témoignages.
Merci pour les échanges avec la salle qui ont été riches.